Bonjour à toutes et tous, merci d'être parmi nous ce matin. Je m'appelle Alexis Kaufmann, je travaille à la direction numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale en tant que chef de projet logiciel et ressources éducatives libres, positionné sur les communs numériques et avec Maria. Oui, juste un peu. Je peux me présenter, oui, en 2 minutes. Alors, bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous ce matin, un matin de lendemain de cocktail, si j'ai bien compris, donc avec une salle quand même relativement fournie pour une matinée. Donc je m'occupe à la direction interministérielle du numérique, de la division du pôle commun numérique et open source. Alors là, pour celles et ceux qui ne sont pas familières de l'État, qu'est-ce que c'est que la direction interministérielle du numérique ? C'est un service du Premier ministre qui travaille avec l'ensemble des ministères, qui est un petit peu, si je prends un vocabulaire d'entreprise, la DSI Group de l'État. Et notre travail à la DINUM, c'est de rendre l'État plus efficace, plus simple, avec les outils, les leviers qu'apporte le numérique. Et donc pour rendre cette mission-là, nous avons plusieurs types d'activités. Des activités où nous créons, nous incubons des projets numériques innovants, des activités où nous opérons à l'échelle nationale des outils comme France Connect, par exemple, que vous connaissez sans doute, qui est utilisé aujourd'hui par 40 millions de Françaises et de Français. Et nous avons également des activités de conseil auprès des ministères, d'appui auprès des ministères sur les sujets entre autres, de commun numérique, d'open source, de sécurité. Nous opérons aussi ce qu'on appelle le réseau interministériel, le réseau Internet de l'État, que vous utilisez sans doute dans vos ministères si vous venez de l'administration. Merci Emma, et merci de nous faire l'honneur de ta présence ce matin. On vous propose donc une intervention autour des communs numériques, dont le titre s'intitule « Reconnectons-nous avec les communs numériques ». Le titre provient directement de la thématique de 2024 d'Educatech. Je cite, c'est pour bâtir un numérique éducatif accessible, sécurisé et équitable, reconnectons-nous, point d'exclamation. Et j'ai bien aimé ce reconnectons-nous, d'abord avec cette idée on s'est peut-être connecté une première fois et puis on a abouti à un numérique qui n'était peut-être pas assez accessible, sécurisé et équitable. Et quand je dis sécurisé, pour moi, c'est vraiment au sens large. C'est pas uniquement la cybersécurité, c'est aussi des plateformes qui sont designées pour capter les données, capter l'attention, etc., etc. Pour moi, c'est ça aussi la question de sécurité. Donc se reconnecter et puis se reconnecter ensemble. Reconnectons-nous. C'est aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Ça ne va pas forcément de soi, le faire ensemble. J'avais promis de ne pas placer le mot IA très rapidement, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA dans ce salon, et l'IA et faire communauté, faire ensemble, ça ne va pas de soi. Hein. L'IA, c'est aussi pas mal, on est avec son ordi, on fait des prompts, etc. Ça peut être assez individuel. Donc le reconnectons-nous, c'est intéressant. Voilà. Un temps, j'avais pensé à intituler Reconnectons-nous grâce au commun numérique, mais c'était quand même pas très très neutre. Les communs numériques ne vont pas forcément changer le monde, quoique. Donc voilà. Donc on vous propose un temps d'échange sous la forme d'un dialogue avec Emma sans slide. Et puis un dialogue qu'on étendra, on essaiera de faire assez court dans notre intervention, 40 minutes, puis 45 minutes, et un dialogue qu'on étendra avec vous pour un temps d'échange avec vos questions. Voilà, alors le plan de notre intervention, il est donné dans le descriptif du programme. Donc, les communs numériques constituent l'une des priorités de la stratégie numérique pour l'éducation. De quoi s'agit-il exactement ? Ensuite, quel intérêt pour l'action publique en général ? Ça, ce sera pour Emma. Et l'éducation en particulier, ce sera pour moi. Et puis une dernière partie sur laquelle on va peut-être plus s'appesantir,
quelle action mettre en place pour que les promesses, on verra qu'il y a peut-être les communs numériques ont des promesses, ont plein de promesses, pour que les promesses des communs numériques soient effectivement tenues. Voilà. Donc, je parle de dialogue, et excusez-moi, ça commence par un long monologue. Le descriptif parle des communs numériques qui constituent l'une des priorités de la stratégie du numérique pour l'éducation. Donc, on a publié une stratégie en janvier 2023, stratégie numérique pour l'éducation, et non pas de la DNE. Ça a été un travail pour l'ensemble de concertation et de co-construction. Et les communs numériques figurent pour la première fois dans un tel document, qui est un document cadre, qui est un document de référence, qui fixe le cap, qui est notre boussole, dans une partie qui s'intitule « Soutenir le développement des communs numériques ». Et je peux vous en faire une petite citation. Il est question d'une offre d'outils souverains, sécurisés, libres et communautaires, c'est-à-dire des communs numériques permettant aux enseignants de construire et de partager entre pairs leur production. Voilà ce qu'on peut lire dans la stratégie. Autre élément un petit peu pour montrer aussi la place des communs numériques aujourd'hui dans notre politique du numérique éducatif, on a une charte qui fait l'objet d'une présentation d'ailleurs sur le stand du ministère. On a une charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique en 14 points. Et voilà, uniquement 14 points. Et l'un des points concerne justement les communs numériques. C'est ainsi libellé. La culture des communs numériques favorise la co-création et le partage de ressources pérennes, accessibles, que la communauté scolaire peut librement utiliser et modifier. On a aussi publié à la rentrée un catalogue des ressources numériques éducatives, un guide, enfin en tout cas qui est une première version, il n'y a qu'une vingtaine de ressources numériques. Et la nouveauté, c'est que c'est catégorisé en deux parties uniquement, deux grandes parties. Impulser des innovations avec les acteurs industriels, et deux, développer des communs numériques. Et à part égale, il y a 10 ressources pour la première partie, 10 ressources pour la seconde. C'est nouveau aussi de présenter les choses ainsi. Et la partie 1, c'est plutôt ce qui provient un peu de l'extérieur de la maison. Alors ça peut être de la commande publique, ça peut être justement beaucoup de ressources qui sont présentées dans ce salon, dans les différents stands. La partie 2, commun numérique, c'est plus ce qui vient de l'intérieur, ce qui provient de l'intérieur, ce qu'on développe, ce qu'on opère, ce qu'on soutient à l'interne. Voilà, et puis alors dernier élément aussi, pour montrer où se situent les communs numériques aujourd'hui chez nous. En septembre dernier a eu lieu l'événement numérique en commun. Mon directeur, le directeur numérique pour l'éducation, Audran Le Baron, avait très peu de temps à l'ouverture, à la plénière, parce qu'il y avait énormément d'officiels et de partenaires. Il n'avait que 4 minutes et il a dit je vais partager un principe et une action. Je cite, un principe, c'est commun numérique par défaut. Faire en sorte qu'au sein du ministère, à partir du moment où on réfléchit à résoudre une problématique de politique publique par un outil numérique, qu'on le fasse par défaut en pensant commun numérique, c'est-à-dire non seulement en ouvrant le code, les contenus en licence libre, mais au-delà de cette ouverture, c'est penser communauté, créer des communautés, les soutenir avec une gouvernance qui permet d'entretenir et de rentrer dans ce cercle vertueux. Il a cité l'expression cercle vertueux des communs numériques. Et une action, c'est pour la première fois au sein du ministère lancer prochainement un appel à commun avec 2 objectifs, à la fois soutenir et faire passer à l'échelle un certain nombre de nos projets, dont ceux de la forge des communs numériques, j'aurai l'occasion d'en reparler, et on aura l'occasion de reparler des appels à commun. Mais également, je le cite, faire un appel du pied au secteur privé. On a beaucoup investi dans l'EdTech. Maintenant, la question qu'on se pose suite à ces investissements, c'est comment on peut nouer des partenariats pour faire grandir des communs numériques grâce à ces expertises-là. Voilà, j'étais un petit peu long, mais c'était pour montrer un petit peu l'importance qu'ont compris les communs numériques chez nous. J'ai donné pas mal d'éléments d'information, j'ai tourné un peu autour du pot, de la définition, mais Emma, que sont exactement les communs numériques ? Alors les communs numériques, c'est une ressource
Si je prends un parallèle avec le milieu naturel, on va dire la forêt est un commun, l'eau est un commun, l'air est un commun. Et ça s'applique aussi au domaine du numérique. Donc si on prend dans le domaine du numérique, on a une ressource numérique. Ça peut être du code, ça peut être de la donnée. Ce code et cette donnée sont ouverts, voilà, parce qu'ils sont en commun. Et la deuxième condition, c'est pas juste d'avoir une ressource numérique ouverte, c'est aussi d'avoir une communauté qui produit cette ressource-là, qui l'entretient. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans je produis un outil numérique sur un repository quelconque, il est ouvert et donc c'est un commun. Il faut une communauté parce que c'est la communauté qui va faire que cet outil-là gagne, monte en puissance. Vous pouvez avoir une, deux, 10 personnes qui commencent à créer une ressource, mettons des enseignants par exemple, qui vont créer une ressource pédagogique et qui vont peu à peu la diffuser, et d'autres enseignants vont commencer à dire ah, mais c'est intéressant, tiens, est-ce que je ne ferais pas des retours là-dessus, est-ce que j'améliorerais pas quelques exercices, et donc à partir de là, par sérendipité, on a des communautés d'intérêt qui se créent autour de cette ressource-là, d'accord ? Ça c'est la deuxième condition. La troisième condition qui est aussi assez importante, c'est que la ressource est ouverte, la communauté existe, et la communauté, finalement, à un moment donné, se dit « mais et si on s'organisait pour se donner des règles de contribution pour, si jamais quelqu'un fait un mauvais usage de la ressource, on puisse prendre des mesures ». Par exemple, d'exclusion de la communauté, ça peut aller jusque-là. Je vous donne un deuxième exemple. Par exemple, sur Wikipédia, n'est-ce pas, vous avez parfois ce qu'on appelle voilà, des gens qui vont créer un article extrêmement élogieux sur eux-mêmes. Voilà. On pourrait dire que c'est un peu du vandalisme, quelque part, de cette ressource-là. Eh bien, comme la communauté a des règles de fonctionnement, il est possible de réguler cette ressource-là. Voilà, donc le commun numérique, c'est une ressource ouverte, du code, de la donnée. Et quand je dis code, j'inclus l'intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et on pourra parler de stratégie industrielle, de politique industrielle des communs, parce que moi, je n'oppose pas les deux. Je pense que l'avenir des stratégies industrielles dans le numérique, c'est la mise en commun, dans une certaine mesure, hein, évidemment, on pourra détailler, des ressources. Voilà, donc c'est un petit peu pour donner le premier exemple de ce que c'est qu'un commun. Et la spécificité du commun, justement, c'est que c'est un peu une troisième voie dans les théories économiques entre la ressource privée, on va dire l'entreprise, la propriété privée, et la ressource totalement publique. En l'occurrence l'État. Et ce que disent les communs, c'est finalement une troisième voie est possible de coopération entre le public et le privé autour de ressources ouvertes dont des acteurs privés vont pouvoir soit contribuer, soit tirer de la ressource et de l'activité économique. Et parce que c'est mutualisé, eh bien, ça peut aussi avoir des changements d'échelle assez puissants et puis créer des écosystèmes économiques qui fonctionnent. Merci. Donc, ressources, communauté et gouvernance. Et ça s'inscrit donc dans le mouvement des communs qui est historiquement qui vient de loin. Mais qu'est-ce qu'apporte le numérique dans ces communs? Quelle spécificité du numérique dans les communs numériques? Pour moi, il y a clairement quand même une capacité à changer d'échelle. Voilà, si on prend un exemple qui est celui mettons d'un développeur ou d'une développeuse qui va créer du code, voilà, qui va créer un outil. Tout seul ou toute seule dans sa chambre, prenons vraiment, ou dans son garage, tiens, pour retourner dans la Silicon Valley. Vous avez la capacité à le mettre à disposition très rapidement d'un grand nombre de personnes. Et en fait, plus votre outil va être utilisé, plus les communautés qui vont avoir utilisé votre outil vont pouvoir être contributrices facilement via des outils, par exemple, comme GitHub, comme GitLab. Et en fait, la contribution peut être à une échelle globale, relativement rapide, et n'a pas forcément besoin d'être coordonnée par un acteur. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'apporte le numérique commun, c'est une capacité à changer d'échelle vraiment assez forte.
pour pouvoir en fait assurer la diffusion de ces communs numériques-là. On voit aujourd'hui, voilà, je reprends l'exemple de Wikipédia, qui est vraiment un projet cathédral et très symbolique de ce que peuvent être les communs numériques à une échelle mondiale, avec voilà, des communautés qui créent du contenu, des communautés qui l'entretiennent, organisées en chapitres locaux. Donc il y a la fondation Wikimedia au niveau international, puis après vous avez des chapitres nationaux, et puis vous avez ensuite des communautés, même parfois locales, qui vont organiser des éditatons. Et donc autour de cette ressource numérique-là, parce qu'elle est ouverte, les gens se sentent libres finalement de rentrer dans cette communauté-là, de participer à enrichir ce commun-là, aussi parce qu'ils en retirent du bénéfice, soit parce qu'il y a de la socialisation entre les différentes personnes membres de la communauté, soit parce que effectivement, ça leur apprend des choses qui vont l'utiliser, si je reprends l'exemple des enseignants, qui vont l'utiliser parfois par exemple dans leurs cours. Aujourd'hui, Wikipédia a un programme qui permet aux enseignants de faire cours au travers de Wikipédia. Et ça permet à la fois d'enrichir l'encyclopédie en ligne et en même temps pour les élèves, pour les étudiants, pour les professeurs, de disposer d'un outil pédagogique contributif. Alors, tu as cité Wikipédia. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ces communs, on a parlé de... Ça regroupe le code, les données, les contenus, et donc des projets tels que les logiciels libres, par exemple Linux, ou du contenu comme Wikipédia, ou des bases de données, par exemple OpenStreetMap, on les regroupe au sein d'une même expression. Ça, c'est un premier point que je trouve intéressant. L'autre, effectivement, c'est que le caractère numérique fait que l'objectif d'assurer à la ressource son caractère collectif et partagé au sein de la communauté, il est plus facile lorsque c'est numérique que quand il faut manger la dernière pomme d'un jardin partagé. Il faut bien que quelqu'un doit décider qui la mange, et puis une fois qu'elle est mangée, elle est mangée. Oui, alors je voulais pas aller vraiment dans ce niveau de détail, mais si on parle en termes pareil dans la théorie économique, les communs numériques, la différence effectivement avec les communs, c'est qu'on dit qu'ils sont non rivaux et non exclusifs. Donc si vous allez effectivement sur Wikipédia lire une page, quelque part, vous n'empêchez pas quelqu'un d'autre de lire cette page-là. Et c'est aussi ce qui fait que ça peut être appropriable par un grand nombre de personnes très rapidement. Et un autre point, c'est aussi sur la question de se focaliser. Dans le numérique éducatif, on a tendance encore à vraiment se focaliser sur la ressource, le produit, le service, etc. Et là, on va s'intéresser tout autant à la communauté et comment c'est géré. Et donc, face à un projet, il y a des discussions qu'on a au sein de la DNE. C'est vraiment, bon, ce projet est intéressant, mais la licence est libre, d'accord. J'ai envie de dire un peu condition nécessaire pour autant. Mais est-ce qu'il y a une communauté derrière? Est-ce qui va assurer, qui va la faire vivre, qui va assurer une sorte de longévité, etc. C'est des questions donc se focaliser plus autant sur la communauté, voire plus que sur la ressource. Donc sur la communauté, c'est-à-dire sur les gens. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà pour les quelques éléments introductifs, mais vraiment c'est ressources, communauté, gouvernance. Parfois j'utilise l'image pour naviguer à bon port, il faut un bon bateau, un bon équipage et un cap. Bon, alors évidemment, l'image s'arrête là parce qu'on peut très bien avoir 90% de rameurs et 10% qui fixent le cap tout seul. Mais, donc ça, ce n'est pas un commun. Mais toujours est-il qu'il faut ces trois ingrédients-là. Voilà pour quelques éléments de définition. Alors quel intérêt, alors c'est un peu sous-jacent déjà dans ce que tu as dit, Emma, mais quel intérêt pour l'action publique? Et puis moi je te ferai un petit focus sur l'éducation nationale. Alors il y a peut-être un premier, alors je vais parler un peu démocratie, pardon. Ouais, mais tu vas pas t'excuser. Il y a une première chose, c'est qu'en fait, quand même, comment dire, quand il y a du code qui est créé et utilisé voilà, dans le cadre de services, quand on va financer des logiciels, par exemple, nous, administration, on va payer des développeurs ou on va acheter un service sur étagère, ça dépend de la stratégie qu'on a. On utilise donc nos impôts.
Voilà, vous allez payer, moi aussi, très indirectement. Et donc, à partir du moment où ce sont les impôts de tout le monde, il peut être intéressant d'utiliser une notion qui est très utilisée, c'est celle de public money égale public code. Hein. C'est de l'argent public, et donc, après tout, le code qui est produit avec de l'argent public devrait être public, devrait donc être ouvert. Donc ça, c'est peut-être le premier intérêt quand même, qui est de dire que, parce que ce sont des fonds publics, il est toujours intéressant de se dire que ça peut être librement utilisé, réutilisé, etc. La deuxième chose, c'est l'intérêt en termes, je dirais, d'innovation. Quand vous êtes une administration et que vous achetez un logiciel qui est totalement propriétaire, totalement fermé, ou que, en tant qu'administration, vous souhaitez stimuler, je dirais, un secteur, et que vous allez stimuler la création de codes fermés, de produits avec du code fermé. Et bien en fait, vous renforcez les barrières à l'innovation. Parce que finalement, quand le code est ouvert, ça veut dire qu'il est utilisable, réutilisable, enrichissable, pardon si c'est un pour le barbarisme, il est possible de l'enrichir d'une manière collective, et donc finalement vous facilitez aussi l'entrée de nouveaux entrants sur ce marché-là. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel acteur associatif, start-up, peu importe, va pouvoir réutiliser des briques open source ouvertes, va pouvoir réutiliser des données qui sont ouvertes pour pouvoir les réagencer dans un service qui donne du sens, et va pouvoir, sur la base de ce service-là, vendre du service et donc créer un modèle économique. Et aujourd'hui, les modèles de l'open source, on le voit d'ailleurs dans les évolutions liées à l'intelligence artificielle, les modèles économiques peuvent reposer tout à fait sur des briques open source. Et ce qu'on va vendre, finalement, ce n'est pas un produit fermé. Ce qu'on va vendre, c'est la qualité de service. Et c'est ça aussi qui fait que pour nous, administration, c'est intéressant. C'est qu'on ne va pas acheter un produit, on ne va pas acheter l'innovation produit, on va vraiment acheter la qualité de service qui va autour, tout en encourageant de la compétition, ou si je peux prendre un terme très commun numérique, de la coopétition autour de différentes entreprises qui vont pouvoir utiliser un même produit open source, des mêmes données open source pour fonctionner, mais en délivrant un service qui va apporter vraiment de la valeur à l'administration et à l'usager, aux citoyens finalement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et pardon, je suis un petit peu longue, mais à mon sens, il y a une autre chose aussi que parfois on met un petit peu sous le tapis, c'est l'efficacité. Et nous, à la DINUM, on aime bien se dire qu'on contribue finalement à ce que le numérique rende l'État plus simple, plus efficace. Mettons que vous achetiez un produit qui est fermé, ou que vous l'utilisiez. En tant qu'administration, nous, on va par exemple beaucoup veiller à la sécurité de nos produits, n'est-ce pas ? Et on va se dire, parfois il y a un biais comme ça où les gens se disent mais c'est ouvert donc c'est faible. Donc ce n'est pas sécurisé, parce que c'est ouvert, parce que les données sont ouvertes, parce qu'on connaît tout le code, c'est comme une maison de verre, plus ou moins, et donc on peut voir à travers, donc on peut voir là où est-ce qu'il y a la fissure dans le mur de la maison de verre. Mais alors, on peut aussi se dire, et c'est ça qui est très intéressant en fait avec les dynamiques autour du logiciel libre, c'est que vous avez une communauté, ne l'oublions pas, qui va regarder finalement, la communauté des communs numériques va être attentive à vérifier que dans la maison de verre, tout est nickel chrome. Et donc on a aussi, parce que les communautés sont fortes, parce que les communautés sont attentives à la ressource, la capacité à voir où commencent les fissures, quoi. Et en fait, à les patcher, à les corriger progressivement en même temps qu'on améliore la ressource. Imaginez quand même que si vous avez un produit ouvert qui est utilisé par toute une série d'entreprises qui vont délivrer du service autour, aucune de ces entreprises n'a intérêt à ce qu'il y ait des fissures dans la maison. Hein. Donc, en fait, les entreprises vont, et y compris nous, administration, je nous mets aussi dedans en tant qu'administration utilisatrice, nous allons travailler avec ces acteurs-là à ce que tout soit bien sécurisé. Et donc, il y a aussi une forme d'efficacité là-dedans, c'est que ça ne repose pas sur un seul acteur. Alors, parfois, ça repose sur un seul acteur et il y a justement des politiques publiques ou des actions qu'on peut mener pour pallier à ça, à ce qu'on appelle le bus factor, c'est-à-dire si le développeur passe sous le bus, eh ben, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus de produit. Et donc voilà, le fait de travailler en communauté, ça permet aussi de créer de la résilience autour des produits numériques et donc, in fine, pour nous, administration, dans notre capacité à être
souverain, autonome, réassuré dans le fait qu'on va bien pouvoir délivrer le service à travers cet outil-là. D'accord, donc démocratie, innovation, efficacité. Merci d'évoquer l'innovation, parce qu'effectivement, là dans mon exemple introductif sur notre guide, il y avait impulser l'innovation avec les filières industrielles de l'éducation, puis développer des communs numériques, comme si il y a une EdTech ici que j'aime bien qui s'appelle VitaScience, qui travaille avec nous sur nos communs, donc comme quoi c'est possible. VitaScience, quand vous allez sur leur site, donc qui propose se positionner sur la robotique et l'initiation au codage, il y a une page qui est dédiée à l'open source et qui remercie l'open source pour tous les outils, les bibliothèques qu'ils ont pu, que VitaScience a pu utiliser pour démarrer. Voilà. Et sans tous ces outils open source, VitaScience n'aurait pas pu... je ne sais pas si elle n'aurait pas pu exister, mais en tout cas, elle n'aurait pas pu si rapidement se développer et déjà proposer des services au démarrage. Peut-être le mot souveraineté, on peut peut-être un tout petit peu insister, Emma, parce que la DINUM donne un peu le là sur cette question. Oui, alors je peux peut-être donner... Peut-être une définition de ce qu'on appelle la souveraineté, parce que qu'est-ce qu'on entend par souveraineté? C'est pas toujours... Alors, oui, je vais donner 2-3 exemples, effectivement, de ce que fait la DINUM sur le sujet, en lien avec ces différents éléments-là. Alors, la souveraineté, c'est un grand mot qu'on utilise beaucoup, mais parce qu'en fait, on se rend compte aussi que notre capacité à délivrer des services à la population, à s'assurer que nous resterons autonomes, que nos infrastructures numériques sont bien autonomes dans un monde interconnecté où nous avons effectivement des jeux de puissance qui font que si demain, par exemple, vous sur votre site internet, vous utilisez Google Maps, mettons, pour dire voilà où sont mes magasins ou voilà où sont mes clients. Si demain Google décide, comme ça a été le cas par le passé, d'augmenter les tarifs, si vous avez plus de 10 000 clics, ça commence à devenir payant, mettons 10 centimes par clic. Du jour au lendemain, ils peuvent décider ça. Et ils l'ont déjà fait. Eh bien, ça veut dire que en catastrophe, vous n'allez plus être capable de délivrer votre service, donc vous allez devoir trouver des alternatives en catastrophe pour assurer la continuité de votre service. Nous, en tant qu'administration, ça veut dire une chose, c'est que si demain, comme ça a été le cas avec Oracle, c'est souvent le cas avec des augmentations tarifaires, on va dire, qui peuvent être parfois impromptues à la fin d'un marché, parfois même entre les deux, selon les contrats. On a des difficultés en fait à pouvoir assurer la continuité de service. Et donc se reposer sur des outils qui sont ouverts, que l'on héberge, que l'on auto-héberge, chez nous, sur évidemment des serveurs qui restent en France et qui sont bien sécurisés, ça nous permet de nous assurer quand même que du jour au lendemain, on ne va pas avoir une coupure de service. Et ça, la souveraineté, elle est aussi entendue sous forme de continuité du service public, qui est quand même un des fondements de ce pourquoi nous travaillons. Ce pourquoi nous payons des impôts, finalement. Et voilà, donc ça c'est pour la souveraineté et donc les exemples de la DINUM. Donc, je vais vous donner un exemple. La DINUM aujourd'hui développe une suite numérique. Alors, plutôt un écosystème de produits ouverts, dont certains sont opérés par des acteurs privés, dont d'autres sont créés par des acteurs publics, qui peuvent être mis à disposition des agents qui ont un identifiant unique qui s'appelle ProConnect. C'est-à-dire, moi, j'ai un compte avec mon mail numérique.gouv.fr, je vais pouvoir me proconnecter avec cet identifiant unique et accéder au travers de ce point d'entrée unique à toute une diversité d'outils pour travailler. Alors, parmi ces outils-là, je vais pouvoir avoir OnlyOffice, qui est un logiciel open source libre qui permet donc de créer des calques, de faire ce que pourrait faire Word finalement. Ça me permet aussi d'avoir accès à un tableur, ça me permet d'avoir accès, et ça c'est une innovation de la Maison Éducation Nationale, à un Big Blue Button, à une webconf de l'État. Et ça, on ne me l'enlèvera jamais en tant qu'agent.
parce que ce sont des outils qui sont ouverts, qui sont hébergés sur des serveurs à notre main, et nous portons le coût, en tant qu'acteurs publics, du développement de cette infrastructure-là. Les ministères qui le souhaitent peuvent faire rentrer dans cet écosystème des outils privés qui sont édités par des acteurs privés et payer pour ça dans le cadre de marchés publics. Nous, ce qu'on garantit à la DINUM, finalement, c'est le standard, c'est-à-dire la porte d'entrée, l'identifiant, le fait que dans cet écosystème, il y a certaines règles qui sont respectées, et notamment la règle du fait que les logiciels sont ouverts, sont libres, sont open source. Et après, en fait, ce qu'on crée avec ça, c'est un écosystème où cohabitent des acteurs et des initiatives portées par des acteurs économiques privés, des acteurs publics, qui permettent à la fin que l'agent public ait une diversité d'outils à disposition, de qualité, mais aussi qu'on lui garantisse qu'ils seront toujours là. Enfin, toujours. En tout cas, ils ne seront pas sujets, je dirais, à des revirements tarifaires, en tout cas pour les outils qui sont libres. Voilà, donc c'est un petit peu, par exemple, un truc. Voilà, on a des choses de ce type-là qu'on fait. Une deuxième chose qu'on va faire à la DINUM, c'est aussi, parce que l'open source, les communs numériques sont vraiment au cœur aujourd'hui de la feuille de route du numérique de l'État, ça va être de dire finalement on utilise ces outils libres, on utilise, par exemple, le ministère de la Santé va utiliser une base de données ouverte comme Open Food Facts qui rassemble des données alimentaires pour aider à calculer des Nutri-Score. Voilà. On l'utilise, très bien. Mais alors, comment est-ce qu'on contribue ? Parce qu'il y a toujours des modèles économiques de ces produits-là, surtout quand ils sont portés par des acteurs privés qu'il est nécessaire d'arriver à alimenter. Et donc, on met en place, peut-être que j'avance un peu trop là dans les questions, mais on va mettre en place des mécanismes de coopération avec ces acteurs-là. Il y a le classique de la commande publique. On a un besoin. On passe un marché, sauf que quand on passe le marché, on s'assure qu'il y a ce qu'on appelle des clauses open source dans le marché. Parce que ça fait partie effectivement de notre feuille de route. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui de marchés dans l'État, marchés de support logiciel libre, qui sont ce qu'on appelle clausés. Comme vous avez la clause sociale, vous avez la clause open source. C'est quelque chose qu'on peut mobiliser. Donc là, on va acheter un éditeur, on va acheter on achète on peut acheter du support, donc du service, pas forcément le produit en soi, mais on peut acheter du service autour de ça. La deuxième chose qu'on peut faire, ça on va plutôt le faire avec les communs numériques associatifs, portés par des acteurs associatifs, Open Food Facts, OpenStreetMap, Wikimedia France, etc., Primtux, pour l'éducation nationale. On part du principe que l'idée, c'est de leur donner un coup de pouce. Ils ne sont pas dans le secteur marchand, donc on va pouvoir soutenir une initiative par ce biais-là. Il y a la possibilité aussi qu'on utilise de plus en plus à la DINUM, puisque nous avons une politique de réinternalisation des compétences numériques à l'échelle de l'État. C'est-à-dire, au lieu d'apprendre un développeur freelance, on va essayer de l'embaucher, en gros. Pour renforcer notre capacité à opérer les services. Et donc là, de plus en plus, on est capable de faire ce qu'on appelle de la contribution directe au code. Donc en gros, on a des équipes de designers, de développeurs, développeuses, qui vont pouvoir, puisque le code est ouvert, alors avec des règles de contribution qui sont spécifiques après à chaque produit numérique, on va pouvoir directement faire une contribution. Nous avons un besoin, nous, par exemple, je peux donner un exemple sur la visioconférence. On aimerait mettre de l'intelligence artificielle pour que ça prenne des notes directement dans un pad, par exemple. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, comme nous avons ce besoin-là, nous nous concertons avec l'acteur porteur de cet outil-là pour leur dire on aimerait bien faire ça, c'est quoi votre roadmap, c'est quoi votre feuille de route, à vous aussi ça vous intéresse, ok, on le prend en charge et on contribue directement au repository, et c'est ce qu'on appelle, alors si je prends un terme un peu, pardon pour l'anglicisme, on va merger dans le main, c'est-à-dire on va faire en sorte que l'éditeur ou le mainteneur principal de cet outil-là accepte la modification, ce qui va faire que ça nous bénéficie à nous, bon, tant mieux, mais en fait, ça bénéficie à tout l'écosystème des réutilisateurs du produit.
Et c'est pour ça que j'insistais sur un peu cette idée de politique industrielle des communs numériques. N'opposons pas les capacités industrielles ou le fait de constituer des écosystèmes économiques avec le fait d'avoir des communs numériques ouverts. Et c'est-à-dire que quand on innove, quand cette innovation-là est mise à disposition de tout un écosystème, tout le monde est gagnant en fait. Et en fait, ça fait en sorte qu'on progresse beaucoup plus rapidement sur les produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez de très nombreux acteurs privés, des gros acteurs privés, Tesla par exemple, qui a open sourcé ses plans à une époque, qui mettent en place ce genre de mécanisme-là pour pouvoir accélérer aussi la capacité de tout un secteur à innover. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, parce que j'ai une dernière... juste une dernière chose. Ce qu'on fait aussi dans le cadre de l'accélérateur d'initiatives citoyennes de la DINUM, qui est un programme de soutien aux coopérations entre des communs numériques associatifs et des administrations qui utilisent ces communs numériques, toujours dans cette idée de réciprocité et de contribution, c'est qu'on va essayer pour certains communs numériques, pareil, qui agissent en dehors du champ marchand, c'est de pouvoir faciliter les coopérations entre ces communs numériques associatifs et des administrations. Voilà. Donc on met en place ce qu'on appelle du coaching, ce qui peut être, c'est un genre de hotline avec un coach qui va accompagner le projet pendant un certain temps sur certaines problématiques pour fluidifier son travail avec l'administration et développer des projets. Merci Emma, impressionnant. Alors oui, donc du coup dans les arguments, moi j'ajouterais quelques autres arguments en faveur des communs numériques. Là tu as développé un peu autour de la souveraineté et donc de l'autonomisation, de l'incapacitation, retrouver du pouvoir d'agir, ce qui implique des réinternalisations des compétences. Et puis le cercle vertueux d'utiliser, parce qu'on a mis du temps à l'administration déjà pour adopter l'open source, pour l'utiliser. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que cercle vertueux, donc pour y contribuer, y participer, c'est vrai que nous, à l'Éducation nationale, on essaye vraiment de participer non seulement en finançant du développement, mais en étant dans la roadmap, en étant dans la communauté du logiciel qu'on utilise massivement. Et avec une posture, j'ai envie de dire, assez humble et modeste. C'est pas, et puis c'est pas parce qu'on va payer qu'on va décider, parce que c'est quelque chose... Donc on le fait avec Big Blue Button, on le fait aussi avec Moodle, qu'on utilise beaucoup, notamment pour les parcours scénarisés avec nos élèves. C'est un programme qui s'appelle ELEA, et aussi pour la formation continue des enseignants, c'est un programme qui s'appelle Magister. Dans une semaine, on va recevoir au ministère la communauté Big Blue Button. En fait, c'est une société canadienne qui coordonne, Bindsight Networks. Voilà, on va les recevoir au ministère, on va échanger, on va faire des workshops. Je me souviens que l'année dernière, à l'initiative de la DINUM, on avait rencontré, alors c'est un peu technique, mais c'est la communauté GitLab. GitLab, donc c'est le choix open source des forges qui sont utilisées massivement à la DINUM, dans l'enseignement supérieur et chez nous à l'Éducation nationale. En tout cas, souveraineté, tu as dit, Emma, on ne vous l'enlèvera jamais. Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais on comprend l'idée. Mais il y a en tout cas un argument fort, je crois que c'est la pérennité. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort à l'Éducation nationale, parce qu'on a parfois offert des services aux enseignants qui étaient sur des marchés publics classiques, 3 ans, 5 ans, et donc on a des enseignants qui se sont impliqués dans des plateformes, dans des services, qui ont créé des parcours pédagogiques, sans qu'on leur dise vraiment clairement qu'au bout de 3 ans et 5 ans, c'était financé pour 3 ans, 5 ans, et après c'était plus gratuit, et parfois même sur certains projets, on a carrément fermé la lumière de manière un peu brutale pendant l'été, et puis en plus, ces plateformes n'avaient pas forcément prévu des choses très faciles pour récupérer ces parcours, ces données, que ce soit interopérable, c'est-à-dire réutilisable ailleurs, etc. Donc la question de la pérennité, moi ça fait longtemps que je suis dans la maison, on a beaucoup investi dans le numérique éducatif, et que nous reste-t-il aujourd'hui ? Est-ce qu'on a vraiment capitalisé sur tout ce qu'on a investi dans le numérique éducatif ? Ce sont des vraies questions. Donc la question de la pérennité, et a fortiori en période mon directeur dit de budget frugal, en période de budget frugal, on va le dire comme ça. Ça aussi, parce que je pense que la réduction des coûts peut aussi participer à des arguments, on ne va pas se le cacher non plus.
Moi, j'ajouterais un argument aussi propre peut-être à l'éducation, qui est la proximité de valeurs entre les communs numériques et aussi le monde du logiciel libre et la mission de service public d'éducation, quand on pense si la ressource c'est la connaissance, le savoir, sa transmission, c'est quand même... on est dans un cadre, favorable si eh bien, la connaissance peut on peut librement y accéder, l'utiliser, l'étudier, l'adapter. Un enseignant adapte constamment la connaissance et la partager. Évidemment, il la partage à ses élèves et à ses pairs. Donc voilà, il y a une proximité de valeurs forte entre les communs numériques et la mission, et la noble mission de service public de l'École nationale publique. Et puis donc pour ces questions aussi de pérennité, moi je parle aussi de cadre de confiance. Pour moi c'est un argument, le cadre de confiance. On ne va pas se cacher aussi non plus, parce que moi je suis au ministère depuis 3 ans, mais il y a 3 ans j'étais enseignant. On ne va pas se cacher qu'il y a les relations entre les enseignants et l'institution, les rapports ne sont pas toujours faciles aujourd'hui. On va le dire comme ça, sans détailler. Mais donc tout ce qui peut participer à justement retrouver de la confiance. Et les communs numériques, justement, parce qu'on ne nous l'enlèvera pas, comme dit Emma, c'est-à-dire on sait que voilà, les licences sont libres, il y a droit d'usage, de partage pour toutes et tous. Donc pour moi, l'inclusion est aussi un argument. Facilité aussi par le caractère numérique du commun. Mais donc voilà, donc le fait qu'il n'y a pas de limitation dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire au territoire qui a acheté la licence pour une durée, etc. Ça aussi, pour moi, c'est un argument fort. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a un argument de sobriété numérique, peut-être Emma, tu peux dire... Oui, alors je vais répondre à ça, puis je voulais aussi rebondir sur 2 choses que tu as dites. Est-ce que je peux d'abord rebondir et après... Bien sûr, rebondis. Alors, j'aimerais vous donner un exemple de quelque chose qui a bien fonctionné ailleurs en Europe autour des communs numériques, pour justement montrer créer ces écosystèmes économiques résilients autour des ressources ouvertes portées par des communs numériques, et puis peut-être essayer de se projeter aussi dans un rêve, puisque vous avez de la chance à l'Éducation nationale, vous avez vous avez en fait beaucoup d'enseignants qui partagent un certain nombre de valeurs effectivement avec les communs numériques, qui ont une capacité de contribution monumentale à des communs numériques éducatifs, pour peu qu'il y ait une stratégie, et maintenant il y en a une à l'Éducation nationale pour aiguiller ces contributions-là. Alors, peut-être pour partir de l'exemple, il y a un peu plus de 10 ans, la mairie de Barcelone a décidé d'investir 1 million d'euros dans un commun numérique, plutôt dans un outil à l'époque, dont elle avait besoin, qui était un outil de vote en ligne et d'élaboration de budget participatif, quelque chose qui n'existait pas, dont elle avait besoin pour conduire sa politique publique on va essayer de faire en sorte qu'au niveau local, il y ait plus de participation des habitants. Voilà. Donc il n'y avait pas cet outil-là, en tout cas pas en open source, pas suffisamment transparent pour garantir de la confiance avec les citoyens. Donc ils ont mis 1 million d'euros sur la table. Ils ont fait un investissement public, ce qui aujourd'hui est consenti, nous, par nos PIA, France 2030, etc., que tu mentionnais. Ils ont fait cet investissement en disant, on met 1 million d'euros sur la table, on va sélectionner 5 entreprises, et je dis bien entreprises, 5, voilà, il y avait aussi des personnes, des développeurs, qui vont pouvoir créer cet outil-là. Ils l'ont créé. Et les entreprises ont pu développer... donc, la mairie de Barcelone a été quelque part le premier client
de ces entreprises-là pour l'élaboration, le build, comme on dit en langage produit, de ce produit. Et puis après, ça marchait plutôt bien, ça a été testé, et donc ça a commencé puisque le produit était ouvert, le code était ouvert, qu'il y avait un certain nombre d'entreprises, d'acteurs économiques qui avaient commencé à développer de l'activité autour de ça, et puis de l'expertise du code qui ont commencé à pouvoir le remettre ailleurs, dans d'autres endroits, parce qu'il y avait d'autres municipalités en Europe, en France par exemple, qui avaient un intérêt à développer aussi des budgets participatifs, de la concertation citoyenne. Donc ça a commencé à essaimer. Et en fait, les entreprises qui avaient participé, les acteurs qui avaient participé à développer ce commun numérique à Barcelone ont pu en fait le mettre en place dans d'autres endroits en Europe. Aujourd'hui, il est utilisé en France par l'Assemblée nationale, il est utilisé en Europe par la Commission européenne, ce logiciel, ce commun numérique-là, Decidim, et vous avez toute une galaxie, même dans d'autres continents, qui développe de l'activité économique servicielle autour de cet outil-là. Ce qui fait que le monde, aujourd'hui, a un outil, le monde, c'est-à-dire au niveau global, il existe un outil totalement libre, totalement open source, porté par une communauté avec à la fois des acteurs économiques, des acteurs publics, et puis des citoyens, tout simplement, qui l'utilisent, qui fait que si demain une entreprise tombe, parce que c'est la vie économique. Il y a des fois, les entreprises, elles sont très bien gérées, elles font de très beaux produits. Il y a des fois, elles sont moins bien gérées, elles rencontrent des difficultés, des parcours de vie accidentés des fondateurs, et donc elles tombent. Eh bien, il y a toute une série d'acteurs économiques qui, derrière, sont capables de maintenir ce commun-là, de maintenir ce service-là. Et donc, quand on parle de résilience dans les communs numériques, on parle aussi de résilience, évidemment, du produit, de continuité d'activité, mais aussi de capacité des acteurs économiques à contribuer à cette résilience-là en tant qu'écosystème d'entreprise. Donc, première chose. La deuxième chose, par rapport à la communauté de l'éducation nationale. Vous avez des milliers de profs qui, aujourd'hui, au niveau local, dans une école, vont contribuer à un projet pédagogique, vont créer des banques d'exercices, parce que c'est dans l'ADN des profs de faire ça. Même si, malheureusement, ils n'ont pas toujours le temps, parce qu'il y a beaucoup de travail par ailleurs. Donc, mettons que demain, on se dise qu'il y a besoin, j'en sais rien, d'une banque de données d'exercice nationale avec des trucs super innovants qu'on va mettre totalement, on va regrouper ce qui existe et qui est disponible sous licence libre dans un endroit qui va pouvoir, une banque de données sur lesquelles un certain nombre d'acteurs vont pouvoir venir se greffer. Imaginez en fait que les enseignants, dès qu'ils créent un exercice, ils vont pouvoir le mettre là-dessus, d'autres enseignants sur cette plateforme vont pouvoir l'enrichir, mais que ça va être totalement ouvert en fait à l'écosystème. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt, je ne sais pas, peut-être que ça existe, Alexis, tu me diras, mais ceci pour illustrer mon propos, que vous avez des enseignants qui vont pouvoir contribuer à grande échelle sur cet outil-là, et que si c'est libre, ça va aussi pouvoir repartir potentiellement vers des acteurs privés qui vont pouvoir utiliser ça dans le cadre des services qu'ils délivrent, intégrer des bouts d'exercice à leurs produits, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que si vous avez une communauté comme les enseignants qui est aiguillée à travers une plateforme, à travers un outil qui peut être dans le cadre d'une stratégie nationale, vous créez vous libérez votre potentiel de création de richesse. Pardon pour le terme, c'est peut-être un peu économique de dire ça, mais aujourd'hui, vous avez déjà des pratiques qui existent. Les enseignants contribuent, et si vous l'organisez, cette contribution-là au niveau national, avec des pratiques de commun numérique, vous êtes en capacité de produire de la valeur pour tout un écosystème, qu'il soit public ou privé. Et ça, je trouve que c'est une chance assez phénoménale, et je pourrais étendre l'exemple en fait à beaucoup d'acteurs aussi, d'agents publics, qui contribuent sur leurs heures en fait à créer des logiciels libres, etc. Donc voilà, ça c'est le deuxième exemple. Et pour terminer, sur la sobriété, je vous donne un dernier exemple qui est Primtux. On n'en a pas tellement parlé. C'est un outil qu'on soutient donc dans le cadre du partenariat entre la DINUM et la DNE autour de l'accélérateur d'initiatives citoyennes. C'est alors une distribution, c'est un logiciel libre qui tourne sous Linux, sur lequel les enfants peuvent, avec des exercices créés par les enseignants, apprendre à lire et à compter, et à lire, écrire, compter pour les enfants du primaire, dans un environnement sécurisé avec un bel outil. Donc ça fonctionne sous Linux. Donc c'est extrêmement léger. Vous pouvez le faire tourner, pour les geeks, sur un Raspberry Pi.
c'est-à-dire un tout petit ordinateur vraiment pourri. Vous pouvez le faire tourner sur Windows 95. C'est-à-dire que vous êtes une école dans une municipalité sous-dotée, qui n'a pas ou peu d'argent. Il y en a pas mal quand même en France, hein, on le sait. Dans zone mettons rurale et REP. Parce que là, je vous donne un exemple dans lequel Primtux est en train d'être testé, dans le Nord. Voilà. C'est testé dans une école qui n'a pas les moyens d'acheter des Mac, qui n'a même pas les moyens forcément d'acheter les dernières versions de Windows. Primtux est un logiciel qui est installable sur ces outils-là, dans le cadre d'un partenariat avec un reconditionneur comme Emmaüs, par exemple, comme atelier du bocage issu du mouvement Emmaüs. Vous avez un ordinateur reconditionné, premier point de sobriété. Vous avez un logiciel dont le code est extrêmement léger et peu consommateur à faire tourner en termes d'énergie, c'est-à-dire que ça, c'est un exemple que donnaient les enseignants dans le rétex là, autour de Primtux. Ils disaient, avant, donc on avait un ordinateur au lieu de 5, parce que ça coûte trop cher. Donc on avait un ordinateur, on avait un truc qui était installé dessus, un OS qui était installé dessus, qui faisait qu'on l'allumait, puis on devait revenir 20 minutes plus tard pour commencer les exercices. Quand même un petit peu ennuyeux. Là, avec Primtux, on allume l'ordinateur, même sur une vieille bécane, et ça démarre tout de suite. C'est quand même chouette. Hein, les enfants peuvent... Parce que dans ces enfants-là, il y en a qui ne savent pas utiliser une souris. C'est des enfants du primaire. En 6e, ils vont être testés sur leurs compétences numériques. Et avant qu'on commence l'expérimentation, il n'y avait pas assez d'ordinateurs pour pouvoir vraiment faire des exercices en classe. Hein. Donc, moi, je dirais qu'il y a un sujet de sobriété numérique parce qu'on peut utiliser du reconditionné, ça tourne dessus, parce que c'est du code qui est plus léger, donc ça consomme moins d'électricité, etc. Puis ça ne tourne pas forcément avec Internet, donc vous ne stockez pas sur des serveurs, donc ça consomme moins d'eau, moins d'électricité. Et le troisième point, c'est qu'en fait, ça vient réduire... c'est un vrai levier d'inclusion numérique. Parce que vous donnez accès à un outil à des gens qui, sinon, n'auraient pas eu les moyens d'avoir accès. Hein, vous pouvez même avoir des centres sociaux qui, potentiellement, vont pouvoir distribuer ces ordinateurs avec Primtux préinstallé dessus, à destination de parents qui, sinon, n'auraient peut-être pas pu se payer des outils pédagogiques par ailleurs. Donc, il y a un double intérêt, à la fois de sobriété, ça c'est assez évident parce que les logiciels libres peuvent être éco-conçus, parce que c'est pas forcément connecté à Internet, donc il y a moins d'échanges de données, donc ça consomme moins, et effectivement un vrai sujet, inclusion numérique, parce que ça rend les choses accessibles. Les enfants de cette école aujourd'hui ont accès à un ordinateur et puis à des exercices de qualité. Alors, merci, le temps file, mais je voulais quand même compléter avec Primtux, parce que Primtux, c'est un projet que nous avons en commun avec Emma. Primtux, c'est un projet d'enseignants, d'une communauté d'enseignants. Alors, c'est un système complet, hein, c'est un OS. C'est pas toujours facile. Les gens ne comprennent pas forcément que c'est comme Windows, comme iOS, mais c'est Primtux. Et c'est conçu par une communauté d'enseignants. À part et pour les professeurs des écoles et leurs élèves. Et ça arrive, quand vous l'installez, ça arrive avec une centaine, non seulement de logiciels libres alternatifs, pour la bureautique, pour le navigateur, pour le traitement d'images, etc., mais aussi avec une centaine de ressources pédagogiques, toutes sous licence libre. Voilà ce qu'on propose à l'installation aux enseignants. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une communauté, Primtux, qui existe depuis presque 10 ans, en fait, 8 ans, je crois, et qui, par le passé, ça aussi, je crois que c'est nouveau, en tout cas chez nous, par le passé, n'était pas forcément repéré, accompagné, soutenu au niveau, alors ça a démarré dans les Hauts-de-France, au niveau local, au niveau national, et qui vivait sa vie de manière bénévole quand elle pouvait, et en ayant démarré aussi, les projets de commun numérique chez nous d'ailleurs démarrent toujours de la même façon, c'est un enseignant, une enseignante qui a quelques compétences numériques, qui bidouille un peu, qui fait un truc avec ses élèves. Il trouve que ça a apporté quelque chose, ça a été intéressant, ça a été positif, et il décide de le partager. Et puis, d'autres trouvent éventuellement que c'est intéressant, il y a quelque chose qui, comme ça, de manière informelle, qui se crée. Et ça répond aussi parce que j'entendais beaucoup parler de mesures d'impact sur les produits, sur les ressources. Oui, alors, mais il faudrait mesurer l'impact en amont, faire de la recherche pour pas investir et pour pas tout d'un coup se retrouver avec des produits qui in fine, ne sont pas utiles, ne répondent pas aux besoins des enseignants, des élèves, de la communauté. Là, ici, on a un démarrage qui se fait, c'est
un prof pour ses élèves, et puis ça intéresse d'autres, il le partage, ça intéresse d'autres, et je crois que c'est aussi notre rôle de repérer ça, de l'accompagner, de le soutenir. Et ce qui a été très intéressant avec l'accompagnement de la DINUM, c'est que c'est une certaine culture, c'est une certaine approche. Ça n'a pas forcément été facile entre une communauté d'enseignants bénévoles, et quand elle a le temps, elle travaille dessus, parce que c'est aussi ça. Et la méthode Betago, vu qu'il accélère. Et donc, Alors qu'on a dû un peu adapter pour que ça fonctionne avec les enseignants, hein, parce que on sait bien, on a essayé notre méthode, puis après il y a eu une levée de bouclier, on s'est dit oh là là, non, alors ça marche pas, c'est pas grave, on est assez intelligent pour reconstruire cette méthode avec eux. Mais voilà, mais ce que je veux insister, c'est que les communs numériques, c'est aussi c'est repérer ce qui s'est déjà mis en place de manière informelle par les communautés, et puis essayer de les accompagner. C'est notre rôle de soutenir, de faire passer à l'échelle aussi. Le temps file. Et moi, je voulais dire, est-ce que les communs numériques, ça intéresse que la DINUM et le ministère de l'Éducation nationale, ou il y a d'autres institutions publiques qui s'y intéressent en France et en Europe? Oui, il y en a quand même de plus en plus, pour les raisons susmentionnées avant. Alors, en France, on a de nombreux ministères qui font quand même depuis longtemps du logiciel libre. Je pense au ministère, à la DGFiP, donc aux finances, les impôts. Je pense aussi à l'IGN, l'Institut géographique national, qui a même carrément une fabrique des géocommuns. Je pense à l'ADEME qui fait des appels à communs, c'est-à-dire ils ne font pas juste des appels à projets où tout le monde est en compétition. Ils ont élaboré une méthodologie d'appel à projets qui favorise la coopération entre les projets pour justement, dans cette perspective de créer des écosystèmes économiques et pas de... Voilà, on n'est pas en compétition quand on est quand on répond au même appel à projet. On valorise plutôt le fait que les acteurs puissent coopérer entre eux pour produire de la valeur au niveau d'un écosystème. On a l'ANSSI avec le campus cyber, sur les communs numériques de la cybersécurité. Enfin, ils vont m'en vouloir si je ne les cite pas tous, donc comme on n'a pas beaucoup de temps... En tout cas, voilà, aujourd'hui au niveau des acteurs publics français, il y a effectivement une politique autour de l'open data qui est assez ancienne maintenant. On est très très bon en Europe, on est le premier en Europe d'ailleurs là-dessus. On a une politique sur le logiciel libre qui monte en puissance aussi depuis quelques années. Et puis, donc avec une mission logiciel libre dans la DINUM, mais aussi beaucoup d'actions qui préexistent et sont accompagnées dans les ministères. Et on a aussi des ministères qui nouvellement s'intéressent au sujet ou qui s'y intéressaient déjà mais formalisent leur approche, comme c'est le cas à l'Éducation nationale, ce qui est très enthousiasmant finalement. Et au niveau européen, on a de plus en plus... Alors déjà, vous avez la Commission européenne qui aujourd'hui a un programme de 240 millions d'euros pour investir dans les communs numériques et les soutenir au niveau européen. Ça s'appelle le programme NGI, New Generation Internet. Vous avez les programmes Horizon Europe qui aussi peuvent parfois soutenir des initiatives, enfin, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller sur ces demandes de fonds-là, qui soutiennent aussi financièrement et pas seulement méthodologiquement des initiatives de ce type-là. Et vous avez d'autres États membres en Europe, je pense notamment à l'Allemagne, qui ont des initiatives qui sont également très encourageantes sur le sujet. Je pense notamment en Allemagne à la Sovereign Tech Agency, qui prend le parti de soutenir au niveau de la maintenance. Pas juste on achète le produit puis on finance l'utilisation qu'on va en avoir, c'est on finance aussi le fait que ça existe pour tout le monde. Comme finalement l'État va financer le fait qu'il y ait des routes pour tout le monde, on est quand même content quand il y a des bonnes routes quand on est en voiture. On peut aussi se dire que, voilà, et c'est le cas des Allemands aujourd'hui, ils investissent vraiment dans les routes logicielles ouvertes qui existent en Europe, et pas seulement en Allemagne, ça bénéficie aussi au niveau européen. Donc voilà, des choses bougent beaucoup aujourd'hui au niveau européen avec la constitution d'écosystèmes, des États membres qui mettent en place des politiques publiques, des initiatives chapeaux de ce qu'on appelle les EDIC, pardonnez mon anglais, les European Digital Infrastructure Consortium. Vous en avez un sur les LLM qui est donc sur les Large Language Models d'intelligence artificielle qui vient d'être officiellement créé. Et vous en avez un, on espère, qui arrive prochainement pour soutenir les communs numériques au niveau européen. Merci donc de préciser que ça bouge en dehors de nos deux institutions et que c'est un peu dans l'agenda politique. Le temps presse, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit si bavard, même à deux. Je vais évoquer l'appel à commun. Moi, je voulais annoncer qu'on le ministère va lancer, la DNE va lancer
un premier appel à commun. Appel à commun, c'est donc appel à projet qui correspond mieux à la spécificité des communs numériques, qui va d'abord l'ouverture comme condition nécessaire, ouverture du code, ouverture des données, des contenus, mais également intégrer la création, l'animation de communautés pour entretenir la ressource et donner sa durabilité au-delà du marché. Enfin, voilà. Et pour faire entrer aussi des acteurs plus petits, que les formulaires soient plus simples, cahier des charges aussi, etc. Alléger tout ça dans cet appel à commun, ça commencera. Ça pourrait être aussi des heures d'indemnité horaire pour des enseignants qui créent partage, donc individuels, des subventions à leurs associations comme Printux, et puis des choses qui demandent plus de moyens, comme des appels à manifestation d'intérêt ou des tickets de prestation, etc. Enfin, un pacte global justement pour soutenir ces communs et les aider à passer à l'échelle, surtout quand on s'aperçoit qu'ils répondent à un besoin qui sont déjà utiles aux professeurs et leurs élèves, mais pour les transférer et les déployer sur tout le territoire. Le temps et le timing nous dit on est passé à 0. Puis un mot de la fin peut-être, Emma, une conclusion. Moi je crois que les communs numériques ne se décrètent pas, on est d'accord? Alors on dit souvent créer une communauté. Non, on dit réunir une communauté autour d'un intérêt commun pour la construction et l'entretien d'une ressource. Ça ne se décrète pas. Maintenant, en tant qu'acteur public, nous, on a tout intérêt à soutenir des communautés d'intérêt existantes qui se proposent de maintenir ces ressources-là dans le temps. Et j'insiste encore que ce soit porté par des acteurs individuels, des personnes physiques, ou par des personnes morales, associatives ou entreprises. On y a tout à fait intérêt à animer finalement ces écosystèmes-là. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention.